présent. Donc, je vais présenter pendant 15 minutes un rapport que notre organisation a rendu public en juin, qui s'appelle Les défenseurs de l'environnement au Tibet et la persécution qu'ils subissent de par les autorités chinoises. Donc ça, c'est le thème de notre rapport. Pour agrémenter cette présentation, il y aura quelques images. Donc ça, c'est l'image de couverture. Et c'est pour expliquer qu'au Tibet, il y a une population nomade d'environ 2 millions d'habitants, qui représente plus ou moins 25% de la population. Et c'est vraiment une vieille tradition, une vieille civilisation de nomadisme qui élève des yaks et qui bouge sur des pâturages selon des saisons. Donc c'est vraiment très ancré avec des connaissances très anciennes de la nature, de l'environnement et du climat et de la biodiversité. Je vais présenter le rapport autour de cette structure. Bon, j'avais prévu en anglais, mais on me dit c'est mieux en français, donc je serais désolé, les slides sont en anglais. Je vais présenter le cas de Kunchok Jinpa, vous expliquer un petit peu son profil, son histoire. Ensuite, je vais expliquer pourquoi les défenseurs de l'environnement sont invisibles, avant de vous parler de l'aspect légal, de l'importance de l'environnement au Tibet, et ensuite, il y aura des recommandations que je vous expliquerai. Voilà, donc Kunchok Jinpa, que l'on va voir sur la slide suivante, c'est un activiste des droits de l'homme qui a été un guide pour des tours touristiques et un défenseur de l'environnement. Il a partagé de l'information avec des médias étrangers, CNN, autour des manifestations de Driru qui se sont tenues dans la région autonome du Tibet dans les années à partir de 2010 jusqu'à 2013. Et en fait, les gens, les nomades et les habitants se sont révoltés contre, ou se sont opposés en tout cas à un projet de construction minier dans la région. Et ça a été jusqu'à une manifestation en 2013 de 3500 personnes qui a été réprimée activement. Et donc l'arrestation de Kunchok date de cette époque-là. Donc il a été arrêté en novembre 2013, il a été condamné à 21 années de prison et il en a fait, on voit le dernier message qu'il a envoyé sur WeChat avant d'être arrêté, qui dit « Même s'il m'arrête, je n'ai pas peur, et s'il me tue, je n'ai pas de regret, mais je ne pourrai plus donner de l'information, faire des rapports sur l'environnement. » Et ça montre le courage et la détermination de cette personne. Alors malheureusement, il est décédé après 8 années dans sa prison à cause des mauvaises conditions de détention. Voilà, et je crois que son cas est assez emblématique de l'attachement que les Tibétains ont pour leurs terres et leurs droits. Suivante. Il y a une association qui s'appelle Global Witness qui travaille sur les droits environnementaux et sur les activistes de l'environnement et qui a répertorié entre 2012 et 2020 1540 personnes qui ont été tuées, des activistes, dont une grande partie dans les pays d'Amérique latine, surtout. Donc le Mexique, le Brésil, le Honduras, et aussi en Colombie et en Asie, aux Philippines. Mais par contre, cette ONG, par exemple, ne parle pas du tout des cas tibétains. Donc ils sont invisibilisés, ils ne sont pas pris en considération parce que l'angle sur lequel on regarde surtout les questions tibétaines, c'est un angle plus politique, plus de conflit territorial, et ce n'est pas du tout un point central pour l'environnement, alors que je vais expliquer pourquoi ça devrait l'être. Donc notre rapport se concentre sur 50 personnalités que je vais brièvement vous expliquer notre méthodologie. Donc on peut continuer. Ça, je vais passer rapidement. Ce sont les instruments légaux qui existent. Ils sont dans le rapport. Il y a des copies ici, si vous voulez, qui expliquent comment est-ce que le droit international protège les activistes droits de l'homme et protège les questions environnementales. Par exemple, il y a un nouveau rapporteur spécial pour les droits de l'homme et le changement climatique depuis 2021. Donc, si jamais il y a des associations ici qui sont intéressées par le rôle de ce rapporteur par rapport aux régions où vous travaillez, il est évidemment bien de l'approcher. Donc il existe tout un ensemble de lois pour protéger l'environnement et les activistes actifs sur l'environnement. Ce rapport que nous avons fait date
disons, identifie des personnalités qui ont été arrêtées, détenues ou condamnées à partir de 2008, parce que c'est vraiment le tournant sur le plateau tibétain. Rappelez-vous, c'était les Jeux Olympiques de 2008 où les Tibétains se sont révoltés et ont fait des manifestations. Et les Chinois ont un peu perdu la face politiquement et ils ont commencé à réprimer de manière beaucoup plus forte les activistes tibétains ou ceux qui défendent ou font la promotion de la culture tibétaine. Donc c'est pour ça qu'on a choisi 2008. Mais il existait déjà des activistes environnementaux, bien sûr, avant. Donc on prend une définition des Nations Unies pour définir ces activistes et qui est écrit ici, ceux qui défendent leur terre, mais aussi l'eau, l'air, la flore, la faune, etc. Donc pour la slide suivante, on voit qu'on ne tient pas compte de tout le monde. Il y a des personnes comme M. Pakpak Yaltsen qui, lui, s'est tué pour dénoncer des problèmes au niveau d'un projet minier en 2014. Bon, ben, on n'a pas retenu son cas parce qu'il ne rentre pas dans la définition de par rapport à notre méthodologie. On ne tient pas compte non plus dans notre rapport des immolations qu'il y a au Tibet depuis 2009. Il y a plus de 150 Tibétains qui se sont immolés par le feu pour protester contre les politiques chinoises, et notamment dans le domaine environnemental, contre l'appropriation des terres des nomades, contre le braconnage, contre les mines, etc. Donc ces 150 Tibétains, dont la plupart sont décédés, ne sont pas pris en compte par ce rapport. Alors ensuite, on arrive à pourquoi est-ce que le Tibet est si crucial pour les questions environnementales. D'abord, on l'appelle le troisième pôle, parce qu'il contient les réserves d'eau non salée les plus importantes après le pôle Nord et le pôle Sud. C'est l'Himalaya, c'est le Tibet. Et donc, c'est le plateau tibétain, comme on le voit sur la slide suivante, c'est un quart de la Chine. Donc, au point de vue géographique, c'est 2,5 millions de kilomètres carrés. Donc, moi, je viens de Belgique, par exemple, donc c'est 83 fois mon pays. Donc, parfois, il y a des gens qui me disent « mais vous travaillez que sur le Tibet ?» Je dis « ouais, mais c'est 83 fois la taille de la Belgique, donc il y a de quoi faire. C'est 4,6 fois la taille de la France. » Donc c'est évidemment un enjeu géographique primordial. Sur la slide suivante, on voit que donc, le Tibet est le réservoir d'eau de l'Asie, et il y a 8 fleuves majeurs qui prennent leur source au Tibet et qui abreuvent toute l'Asie. Le Pakistan, le Népal, l'Inde, le Bhoutan, le Cambodge, le Myanmar, donc l'ancienne Birmanie, le Laos et un bout du Vietnam aussi qui en profite. Donc il y a 1,4 milliard de personnes qui dépendent de l'eau du Tibet. Et donc le problème, c'est que les politiques autour de l'eau sont décidées de manière unilatérale par la Chine sans concertation des pays en aval. Donc c'est un gros souci. Donc, il y a des problèmes de l'inaction au Tibet qui se situent, il y en a 4. C'est le changement climatique, le manque de données scientifiques, les infrastructures qui sont mises en place avec l'extraction des ressources naturelles dont je vais parler, et une faible, disons, politique de gestion de la terre. Le Tibet se réchauffe 2 fois plus vite que le reste, au moins 2 fois plus vite que le reste de la planète. Et c'est le cas aussi des zones en haute altitude, dans les Alpes, dans la cordillère des Andes. On le voit aussi parce qu'il y a le reflet de la neige, du soleil sur la neige et sur les zones qui sont gelées. Et donc, ça va beaucoup plus vite. Donc, les glaciers fondent à une vitesse VV'. Et on estime que si le réchauffement climatique se maintient à 1,5% à 1,5 degré, en 2100, 36% des glaciers auront disparu. Donc, ça, c'est une prédiction, mais qui probablement sera optimiste, parce qu'on voit à quelle vitesse ça se situe. Donc, il va y avoir une augmentation des fréquences et de l'intensité des conditions météo extrêmes au Tibet. Les inondations, les tempêtes de neige, la sécheresse. Et donc, la Chine, qui développe, soi-disant, une politique d'éco-civilisation au Tibet, ne tient pas compte de ces données et continue une politique, disons, très rapide de développement économique, très hyper capitaliste, basée sur le commerce, sur des projets de construction de routes,
On voit aussi sur la slide suivante des mines, c'est-à-dire il y a plus de 100 mines sur l'ensemble du Tibet qui sont exploitées à ciel ouvert ou dans le sous-sol, parce qu'il y a, on ne voit pas très bien sur la carte, mais il y a des ressources naturelles fondamentales au Tibet. Il y a du cuivre, il y a du zinc, il y a de l'or, il y a de l'uranium, il y a du lithium, il y a des réserves de lithium hyper importantes qui sont utilisées pour vos téléphones portables, et les miens aussi sans doute, et les ordinateurs, etc. Donc ça, c'était des enjeux majeurs en plus de l'eau. Il y a aussi, sur la slide suivante, on voit des projets de construction de barrages gigantesques. Et si on voit la slide suivante, c'est sur une carte, on voit, c'est à l'est du Tibet, tous des projets à la fois qui ont été réalisés de barrages ou qui vont être réalisés. Et évidemment, quand on construit autant sur des segments de rivières, les pays en aval, eh ben, ils n'en profitent plus assez à la fois de l'intensité de l'eau et des composantes de l'eau qui la nourrissent. Donc c'est un problème fondamental. Et à mon avis, ça c'est le problème numéro un dans la région et dans le sous-continent asiatique qui va se poser, c'est l'eau. Et avec le changement climatique, ça risque de créer des conflits régionaux. Alors, pour revenir au rapport, sur les 50 cas qu'on a et qui sont présentés dans le rapport, il y en a 21 qui sont encore en détention. Il y en a 20, on n'a pas trop d'informations. C'est très difficile de recueillir de l'information du Tibet à cause d'une censure et un contrôle de l'information. C'est hyper risqué pour des personnes de la famille ou des amis qui donnent des informations à l'étranger par notamment les réseaux sociaux de le faire. Donc c'est hyper risqué. Donc, et on voit pourquoi est-ce que les personnes qu'on a étudiées sont emprisonnées. Et la grande majorité, c'est contre des projets miniers, parce que les Tibétains considèrent souvent la nature et les montagnes comme sacrées. C'est lié à leur spiritualité. Et donc, ils essayent de défendre ces montagnes. 20%, c'est contre des projets de développement d'usines à des fins alimentaires, notamment pour la viande. Et donc, c'est l'expropriation aussi de terrain à ces fins-là. Sur la slide suivante, on a, donc voilà, pour donner des visages à ces personnes dont on parle, quelques noms et quelques peines de prison qui leur ont été données. Et donc, c'est des peines de prison incroyables pour des gens qui n'ont rien fait. Chez nous, ce seraient des manifestants ou des gens qui ont écrit des choses, ou c'est vraiment lié aux libertés fondamentales d'expression et de la protection de leur perception des choses. Donc la machine judiciaire politique est intraitable. Si ceux qui s'opposent vont en prison et avec des très lourdes peines. Donc sur la slide suivante, on voit en général, on les qualifie de splitistes, de séparatistes, donc on leur greffe des sortes de motifs politiques qui sont très flous, ou bien qui violent les secrets de l'État pour les condamner. La famille souvent n'est pas informée ou est informée des décisions judiciaires après la sentence. Et sur la slide suivante, on voit les peines, donc la ligne en pointillé au milieu, c'est la peine moyenne de prison pour ces 50 personnes, c'est 9 années. 9 années, la plus longue c'est 21 ans, plus courte un peu moins de 2 ans pour ces 50 personnes. Et c'est le top de l'iceberg, comme on dirait. Donc, si on continue, ça, ce sont nos revendications. Évidemment, on demande que les droits de l'homme pour les défenseurs tibétains soient garantis, qu'ils soient, disons, relâchés, puisqu'on considère que c'est souvent des arrestations plus politiques qu'autre chose. Et on a une slide suivante, mais je ne vais pas tout lire parce que ce sont des recommandations qu'on trouve dans le rapport, mais on dit vraiment qu'il faut que ces Tibétains aient la possibilité de s'exprimer, de participer aussi au processus décisionnel, parce qu'en fait, finalement, quand on voit, et moi je suis dans un jury à Bruxelles du Festival des Libertés, c'est un festival sur les droits de l'homme, on reçoit beaucoup de documentaires sur l'environnement. On reçoit beaucoup de documentaires, notamment d'Amérique du Sud. On voit comment les populations locales ont la connaissance, ont l'expérience, connaissent la nature et savent comment au mieux la protéger. Et eux, ils sont en général partout, sont victimes de politiques économiques, de déforestation. Et c'est la même chose pour les Tibétains. Ils sont
on les enlève de leur lieu où ils ont l'habitude d'être, souvent ils sont forcés à vendre ou à tuer leur bétail, et on les reloge dans des villages fabriqués, mais où ils perdent le sens de leur vie parce qu'ils sont désœuvrés et ils n'ont plus disons, d'activité comme toutes les générations précédentes. Et lorsqu'il y a des visiteurs étrangers, des délégations, on va leur montrer ces villages en disant regardez comme c'est bien, là on a mis des communautés villageoises, etc. Mais en fait c'est destructeur. Donc nous ce qu'on appelle vraiment, c'est que ces Tibétains, ces nomades, soient inclus, soit fassent partie des projets de développement, fassent partie des projets et participent à la protection de l'environnement. On propose aussi des méthodes, des recommandations pour la création, par exemple, d'un conseil régional sur l'environnement, pour que la recherche de données scientifiques soit faite avec les pays avoisinants, parce qu'on manque de données, en tout cas, il n'y a pas assez de transparence sur le sujet. Et évidemment, on s'attaque à la politique écologique chinoise, parce que en fait, la Chine est assez forte dans sa communication politique. Elle va inverser les choses, elle va se présenter comme verte, elle crée des parcs nationaux, elle dit qu'elle défend les gens, et en fait, c'est l'inverse qui se produit. Mais dans leur communication, ils sont assez forts et arrivent à convaincre des États qu'ils sont soi-disant avec des vraies motivations, ce qui n'est pas le cas. Voilà, et la dernière slide, c'est pour conclure, c'est, par contre, désolé, elle est un peu de travers, mais qu'il faut tenir compte voilà, des Tibétains font partie, ont des connaissances précieuses qu'on est en train malheureusement de perdre, parce que le gouvernement chinois s'attaque à la culture tibétaine dans son ensemble, y compris par exemple à la langue tibétaine qui est de moins en moins enseignée dans l'éducation. Donc la jeunesse tibétaine parle moins tibétain, donc la langue est clé pour la création d'une identité et le partage de savoir. Donc si on s'attaque à ça, on s'attaque aux connaissances d'une communauté, à leur expérience, etc. On voit même en Europe qu'on perd. Qu'est-ce qu'on a perdu en quelques générations du savoir de nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, de par nos... C'est pas comparable, mais je veux dire, ça, c'est à une échelle 10 fois ou 100 fois plus forte. Donc c'est important que les communautés locales, villageoises, tibétaines et partout dans le monde où l'environnement est mis à mal, soient vraiment valorisées et protégées. Voilà, j'espère que cette présentation éclaire un petit peu sur ce sujet et je répondrai à toutes les questions avec grand plaisir. Il y a très peu il y a des réactions très limitées en fait. Il y a parfois évidemment des critiques ou lorsqu'il y a des problèmes de sécheresse ou de manque d'eau, mais en général, les pays avoisinants ne sont pas organisés de manière multilatérale ou en groupe pour réagir par rapport à la Chine. Donc en fait, c'est vraiment, on n'a pas beaucoup d'informations sur la manière dont les États ensemble essayent de réagir, même de manière individuelle. C'est, je pense, assez passif et qu'ils subissent une politique unilatérale décidée en amont et ils n'ont pas vraiment le choix que de faire les frais de politiques unilatérales qui leur sont détrimentales. Mais à mon avis, ça va aller que crescendo, parce que nous, on a fait des recommandations sur ces questions environnementales en disant de créer, voilà, mettez-vous ensemble, discutez depuis des années, mais c'est jamais suivi d'effet. Et je pense que l'influence aussi chinoise est très très forte dans la région et que les États, évidemment, hésitent plutôt 2 fois avec une avant de s'opposer à ce mastodon qui, sur le Népal, par exemple, le Népal, c'est pris en sandwich entre l'Inde et la Chine et eux, ils sont vraiment très influencés par le régime chinois. Ils disent rien, ils peuvent rien dire. Donc bon, c'est un petit pays, l'un des plus gros, et il peut se permettre d'être plus vocal, mais ils ont d'autres soucis avec le problème de résolution de frontières, etc. Donc il y a en tout cas, de manière très surprenante, peu de réactions, moi je trouve, des États avoisinants. Mais je ne suis pas un spécialiste, il faudrait chercher plus là-dessus pour être plus précis que moi. Alors, par ma connaissance, c'est pas grand-chose. D'abord parce qu'ils sont tibétains, et en plus les Tibétains ne se définissent pas comme défenseurs des droits humains ou défenseurs de l'environnement. Ils agissent simplement, ils s'opposent à des projets miniers, etc. Donc nous on le présente comme ça, mais eux ne le perçoivent peut-être pas comme ça. Et d'abord c'est toute expression de la culture, de l'identité ou d'une certaine tibétanité qui est attaquée, qui est
contrée, qui est réprimée directement. Dès qu'on met 5 personnes, 10 personnes ensemble dans la rue, c'est suspect. Donc c'est ça qui est vraiment au cœur de la politique chinoise. Donc, et l'environnement tombe dedans, comme les moines, s'ils vont dans la rue, etc. Donc c'est pas l'environnement précis. Alors Pékin, pour eux, leur cheval de bataille, c'est de dire c'est une question interne, c'est chez nous, donc ça ne vous regarde pas, on gère comme on veut, venez pas vous mêler de nos affaires, nous on ne se mêle pas de vos affaires. Et ça, c'est ce qu'ils disent dans leur politique étrangère de manière récurrente. Donc ils considèrent que si des États, et c'est pour ça qu'on a du mal à obtenir du soutien international, si des États commencent à dire mais oui, mais l'environnement au Tibet, ils vont dire mais de quoi vous mêlez-vous, on ne vient pas voir ce que vous faites vous au niveau de l'environnement, venez pas chez nous, quoi. Alors que c'est des questions internationales évidentes. Elle est moins sensible à l'influence extérieure qu'avant. Avant, elle était plus sensible. Aujourd'hui, elle est plus hermétique. Elle n'accepte pas les critiques internationales. Elle répond de manière parfois agressive et arrogante dès qu'on ose dire quelque chose sur Taïwan, sur Hong Kong, sur les droits de l'homme, etc. Donc notre plaidoyer, nous, c'est continuer à ce que le Tibet soit mis à l'agenda politique, continuer à ce que le Tibet soit parlé au niveau des Nations Unies, dans les groupes de travail, par les rapporteurs spéciaux, continuer à ce que les représentants politiques européens, internationaux, se mettent ensemble pour soulever des cas. Donc la coopération internationale est très très forte. Continuer, nous, à les nourrir d'informations. Donc on fait des rapports, on leur dit, ils savent, les gouvernements étrangers, ce qui se passe, mais on complète avec ce genre de rapports. Donc il y a, et de faire en sorte qu'ils prennent des positions publiques autant que possible. Par exemple, la succession du Dalai Lama et l'avenir, ça c'est une question primordiale. Qu'est-ce qui va arriver après? Nous, on pense qu'il va sans doute y avoir un Dalai Lama chinois contrôlé par la Chine et qui vont utiliser ça à des fins politiques. Donc nous, maintenant, on demande aux gouvernements étrangers prenez position de manière préventive pour dire que c'est aux Tibétains, bouddhistes tibétains, au Dalai Lama de choisir leurs représentants religieux. Et comme ça, vous prenez déjà les devants et vous évitez une surprise, etc. Voilà, on essaie de faire ce genre de travail, et d'autres choses encore. Mais